Leurs avocats continuent de crâner aux dépens des enfants, mais en se gardant bien de répondre à mes questions. Parce que tous ces avocats, je les ai relancés au moins à 3 reprises pendant mes 2 ans d'enquête pour les interroger sur ce que je suis en train de dénoncer, et aucun n'a eu le courage de me répondre et de m'affronter les yeux dans les yeux, hein, pour répondre à mes questions sur les horreurs qu'ils ont commises pendant ces procès. Hein. Et je les mets au défi de me rencontrer où ils voudront, quand ils voudront, pour justement les mettre en pièces par la parole. Jacques Thomay, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter en quelques mots aux internautes qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes ancien journaliste, hein, vous avez tout d'abord eu une formation d'historien, puis vous avez fait donc une formation journalistique et vous avez eu notamment une longue carrière à l'agence France Presse où notamment vous avez été directeur de la rédaction. J'ai été rédacteur en chef. Rédacteur en chef, excusez-moi. Donc vous êtes journaliste depuis 1974 et en dehors de votre travail à l'AFP, au fur et à mesure des années, vous êtes donc lancé dans l'écriture de livres d'investigation où vous avez Oui, notamment... parce que maintenant je suis en retraite, donc j'ai le temps d'enquêter et d'écrire pour moi. D'accord. Alors, vous avez notamment traité la problématique de l'information à travers votre expérience à l'AFP. Il y avait notamment le livre l'AFP, Les soldats de l'info. Et il me semble qu'il y avait un titre analogue qui était les guerriers de l'info, qui est un second livre sur cette problématique-là. Et puis, vous avez aussi enquêté sur l'affaire Ingrid Betancourt. Alors, ça peut paraître étonnant que vous soyez intéressé à l'affaire d'Outreau, parce que finalement, pas grand-chose vous prédestinait à vous intéresser à cette affaire. Quel a été l'élément qui a déclenché votre intérêt pour cette affaire ? Alors, c'est simple, Outreau, moi je me trouvais en Colombie, au même moment où se passait le procès de Saint-Omer, le premier procès d'Outreau, et donc j'ignorais totalement le contexte de cette affaire quand je suis rentré en France. Et donc il y a 2 ans, un ami d'enfance qui est devenu président d'Assise m'a suggéré de venir à Assas-Panthéon, à la fac parisienne, où il devait y avoir un colloque le 23 février 2011 à propos d'Outreau. Et c'est là que j'ai découvert, en présence de psychologues, de psychiatres, d'anciens ministres comme Pierre Jox, de médecins et d'un journaliste, Serge Garde, qui vient de sortir le film sur Outreau, l'autre vérité, qu'il y avait réellement quelque chose de caché à Outreau, c'est-à-dire qu'on avait oublié le principal élément, c'est qu'il y avait bien eu 12 enfants violés à Outreau et indemnisés ensuite par l'État. Or, jamais on n'en avait parlé. Ça a servi de point de départ, ça m'a intrigué. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des contacts. J'ai obtenu toutes les codes judiciaires, c'est-à-dire 30 000 pages, le dossier complet. J'ai mis 4 mois à lire, à raison de 10 heures par jour, tout ce dossier, à l'annoter. Et à partir de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait réellement une grande imposture, et pas celle qu'on croit, dans l'affaire d'Outreau. Et ensuite, j'ai parcouru toute la France pour aller sur le terrain, rencontrer tous les principaux acteurs de cette affaire, y compris les enfants dont personne ne parle en France, les enfants d'Outreau, les victimes, hein, qui souffrent jour et nuit, encore aujourd'hui, des séquelles de leur martyre. Alors, justement, en fait, la thèse de votre livre, c'est que finalement, les enfants du statut de victime sont passés au statut d'accusé, où il y a eu une négation des violences et des sévices sexuels Ah oui, qu'ils ont subis. ce qui s'est passé au procès, et qui a été souvent oublié, si j'ose dire,
par les grands médias français. Voilà, donc c'est le procès de Saint-Omer. Le procès de Saint-Omer de 2004. Où les enfants se retrouvent dans le box des accusés et les prédateurs et leurs avocats sont au milieu de la salle avec les journalistes. Donc là, on a quand même une symbolique très forte et c'est peut-être un des éléments les plus symboliques de l'affaire où on a un retournement total des valeurs et des responsabilités. C'est affreux. On ne peut pas imaginer, même tous les plus grands juristes que j'ai consultés ne peuvent pas, encore aujourd'hui, admettre que cette configuration ait pu se matérialiser. Vous avez des enfants, dont certains, ils venaient à peine sortir des bébés qui se retrouvent dans le box des accusés, en plus face à leurs prédateurs, et qui sont traités par les avocats des accusés comme des menteurs. Les mots ont été criés à leur rencontre, des mythomanes, et toute cette bande d'avocats, ils étaient 18 avocats qui déboulaient tous ensemble comme un pack des All Blacks, ainsi que l'a commenté une avocate dans le film dont je viens de parler. C'est quand même une configuration totalement hallucinante. On voit ça qu'en France. J'en parle quand je voyage à l'étranger, on ne me croit pas. On me dit, mais non, tu exagères, c'est pas possible. Enfin, ces enfants c'est une véritable martyr. En Angleterre, c'est impensable. Les enfants auraient été placés dans une salle devant une vidéo et ils n'auraient jamais eu à affronter les yeux dans les yeux ceux qui les ont violés pendant des années. Alors, quel a été l'impact psychologique sur les enfants et sur le déroulement de cette affaire, du fait que les enfants qui étaient déjà affaiblis de une par la pression médiatique, de deux peut-être aussi par la justice, en tout cas le fonctionnement de la justice, quelles ont été les conséquences de... Les enfants que je connais encore, puisque j'ai rencontré 3 des shérifs, Jonathan et Dimitri Delay, 3 des 12 victimes d'Outreau que j'ai rencontrés lors d'un débat sur le film d'Outreau samedi dernier à Bourg-en-Bresse. Je peux vous dire que j'en ai encore eu un au téléphone hier. Ils passent d'un état d'exaltation parce qu'ils voient qu'on travaille pour eux aussi bien avec mon livre qu'avec le film, et qu'il y a des gens qui nous appuient, qui vont nous voir le film, qui lisent mon bouquin, mais ils passent d'une situation d'exaltation à une déprime totale. Hier, l'un d'entre eux m'a appelé pour dire qu'il n'avait pas dormi, qu'il se lave 7 fois par jour, tellement il se sent sale. Or, le dernier procès s'est terminé en 2005, 8 ans après la fin des procès. Eh bien, cet enfant se lave 7 fois par jour, tellement son corps le répugne, tellement il a été sali par ces viols commis par plus de 10 adultes. Et quel est le sentiment de ces enfants vis-à-vis de la justice française ? Est-ce qu'ils ont encore quand même un espoir Ils ont un espoir, Quelles sont les perspectives pour eux ? Ils ont un espoir que le procès soit relancé un jour. Évidemment, on nous dit le procès, l'affaire est jugée, on ne peut pas y revenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'au départ 18 enfants qui sont arrivés dans le box, si j'ose dire, des accusés, alors qu'ils étaient victimes. Et au final, il y en a quand même 12 qui ont résisté aux attaques des avocats, qui ont maintenu et qui ont été indemnisés. Mais il faut savoir que dans les codes judiciaires, il y a 55 enfants qui ont été, un jour ou l'autre, interrogés par la police pour s'être plaints d'avoir subi des attouchements ou des crimes sexuels. Et donc, si l'un de ces enfants qui n'a pas été convoqué aux assises de Saint-Omer vient avancer 28 ans, révolu à porter plainte contre l'un ou l'autre des adultes d'Outreau, à ce moment-là, la plainte doit être instruite et il doit y avoir des poursuites. Donc, on ne peut pas exclure que cet événement surgisse à tout moment. Il y a un autre fait qui existe, qui est grave. L'un des accusés, Daniel Legrand, fils, qui a été acquitté en appel à Paris, devait être convoqué devant les assises des mineurs pour les mêmes faits réalisés lorsqu'il était lui-même mineur. Or, ce procès n'a toujours pas eu lieu
contre lui, et il sera prescrit en octobre 2013, c'est-à-dire il reste peu de mois avant qu'une action puisse intervenir pour que ce procès ait lieu. Or, il n'a toujours pas été convoqué, fait l'objet de réquisitions de la part de la justice. L'affaire des meurtres d'enfants est gravissime et est passée totalement inaperçue, alors que 5 enfants d'Outreau, 5 enfants victimes et donc indemnisés, je le rappelle, ont à un moment ou à un autre pendant l'enquête dit aux policiers qu'ils avaient assisté, chacun séparément, au meurtre d'un enfant. Et ce sont des enfants différents. Donc il y a eu 5 enfants qui ont assisté au meurtre de 5 garçons ou filles à l'époque des faits. Ces enquêtes ont été disjointes, confiées à un autre juge d'instruction que le juge Fabrice Burgot, et incroyablement, sous la pression médiatique qui devenait favorable aux acquittés, aux accusés, et défavorable aux enfants qui les dénonçaient, eh bien, la justice n'a rien fait, la police n'a pas reçu d'instruction, il n'y a eu aucune audition nouvelle des enfants, des 5 enfants qui avaient dénoncé des crimes contre d'autres petits. Il n'y a eu aucune confrontation avec les adultes qu'ils dénonçaient. Et il n'y a eu même pas d'audition de ces propres adultes. Et ensuite, un non-lieu a été prononcé. C'est une affaire gravissime. Quant à la personne qui s'est dénoncée, en fait, c'est un des propres enfants d'Outreau qui a affirmé avoir dû tuer un enfant sous la menace de mort de 3 des accusés au procès. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune suite après cette dénonciation. D'accord, je vous remercie. Alors, dans votre livre, vous parlez de cette affaire comme un double coup d'État. Un coup d'État tout d'abord contre la justice, mais aussi un coup d'État contre les enfants. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Si vous voulez, ce qui est gravissime, c'est qu'il y a eu un jugement après coup, à charge complètement contre le juge Burgot, qui a été présenté comme un Eichmann, alors qu'il a fait un travail extraordinaire. Bon, pour avoir lu pendant 4 mois toutes les fiches, si tous les juges d'instruction mettaient la même énergie dans leur dossier, alors qu'il faut rappeler qu'ils instruisaient au même moment 106 autres affaires, autres que celles d'Outreau, hein. La plupart d'ailleurs des affaires encore d'abus sexuels aux dépens d'enfants. Si tous les juges d'instruction avaient le même courage, je vais vous dire, la justice marcherait mieux et plus vite. Il a fait un travail extraordinaire. Il s'est retrouvé condamné par tout le monde. Hein. Pourquoi ? Parce que la presse n'a fait qu'être à la remorque des avocats de la défense, c'est-à-dire les avocats, ils étaient 18 avocats pour les accusés, contre 2 malheureux avocats pour les enfants. Voilà ce que le Conseil général du Pas-de-Calais avait donné aux enfants. 2 enfants, 2 avocats pour 18 enfants. C'est absolument inadmissible, tout était perdu d'avance. Donc, si vous voulez, quand je parle de coup d'État, c'est ce qui s'est passé. Ce massacre contre le juge, en plus convoqué pendant 8 heures dans une audition malmenée par les avocats, debout, sans boire un verre d'eau, et ensuite convoqué par la commission d'enquête parlementaire dirigée par le rapporteur Houillon et le président Valigny, hein, le premier de l'UMP, le second socialiste, hein, mais toutes tendances confondues, qui se sont livrés à un véritable comité de salut public, comme sous la terreur en 93. C'est intolérable ce qui s'est produit, en présence des acquittés. Je rappelle, ça c'est aussi dans mon livre, je ne vais pas trop donner de détails sinon personne ne le lira, que 3 des accusés en plein procès, qui ont été acquittés eux aussi, avaient avoué leur forfait. C'est écrit noir sur blanc dans mon livre. Donc,
que ces gens, en plus, soient présents pour rire aux dépens du juge, qui a été traité comme un malpropre, aussi bien par M. Houillon que par les membres de la commission, c'est quelque chose d'intolérable. Alors, le sommet de ce coup d'État, en fait, qui visait, sous la pression de l'ex-président Sarkozy, et je pèse mes mots, qui visait à supprimer le juge d'instruction. Donc on l'a chargé de tous les maux, et on comprend mieux aujourd'hui avec ce qui vient de se passer, avec l'affaire de Bordeaux, où l'ex-président a été mis en examen, on comprend combien il est important que le juge d'instruction reste en vie aujourd'hui, existe en France. Sinon, il n'y aurait plus de justice pour tous ceux qui tentent de contourner la loi. Et donc, sur cette affaire, c'est extrêmement grave. Des juges d'instruction, le juge d'instruction a fait son travail correctement. On a essayé d'en faire le bouc émissaire, mais je pense qu'un jour ou l'autre, la roue va tourner et qu'on va enfin comprendre que le vrai scandale ne se situe pas du côté du juge, mais de ceux qui l'ont condamné, comme cette commission d'enquête, comme les médias et tous leurs appuis. Dans quelle mesure cette affaire d'Outreau, Oui. c'est-à-dire par sa nature même, par les sévices qu'ont enduré les enfants, de deux, par son traitement médiatique, et de trois, par son traitement judiciaire, vous semble représentatif de la question de la pédocriminalité en France? Absolument. Depuis ce procès, d'ailleurs, il est extrêmement difficile, voire impossible, pour un enfant victime d'inceste ou de viol de la part d'un parent ou d'un proche ou d'amis de la famille, sa parole n'est pratiquement plus recueillie. Tout le monde a peur d'Outreau, tout le monde agite le mot Outreau. Les avocats les premiers, les avocats des gens qu'on accuse. Les résultats, la police, la gendarmerie, les juges, les médecins, tout le monde a peur d'instruire une affaire de viol quand elle est dénoncée par un enfant. On a tendance, il ne faut pas généraliser, il y a des juges, des policiers courageux qui prennent des positions. Mais dans beaucoup de cas, si vous voulez, le sujet est évacué, on ne prend même pas la plainte. Et pire encore, certaines mères, et ça c'est dans mon livre, pour avoir dénoncé un parent incestueux, se retrouvent traités de menteuses, et au final, on leur prend leur enfant et on le confie à qui? Au propre prédateur. C'est absolument incroyable. Il faut lire mon livre pour apprendre. C'est ce qui m'a pris tout ce temps pour découvrir ces horreurs. C'est-à-dire que ça devient, à la limite, dangereux pour une mère de dénoncer les crimes sexuels commis aux dépens de ses enfants par des proches de la famille. J'ajoute une chose, c'est que, et personne n'en parlait en France, c'est qu'effectivement, il y a une forte puissance des pédocriminels en France à tous les niveaux, puisque selon l'Office central de la répression, qui a publié récemment son bilan, l'an dernier, il y a eu officiellement 15 000 viols commis sur des mineurs, c'est-à-dire des viols officiels, puisque c'est des viols qui ont été enregistrés par la police ou la gendarmerie. Ce qui veut dire qu'il faut multiplier par 15 la réalité des faits, parce que beaucoup d'enfants attendent des années avant de dénoncer les crimes sexuels qu'ils ont subis, voire ne les avouent jamais. Donc on évalue en France à 260 000 le nombre d'enfants en danger, vous voyez. Eh bien, ces éléments ne sont même pas traités par les médias comme ils devraient l'être. Mais parmi ces enfants qui font l'objet d'agressions sexuelles, il y a des cas, je dirais, isolés, par exemple dans des cercles familiaux. Mais là, dans l'affaire d'Outreau, on est dans la problématique du réseau. Et
Si l'affaire d'Outreau, le réseau d'Outreau semble somme toute assez limité, on a d'autres affaires, comme par exemple l'affaire Zandvoort, où là, les réseaux vont monter jusqu'aux élites. Quelle différence vous faites entre la pédophilie de proximité et justement cette pédocriminalité de réseau? De toute façon, à Outreau, il y avait réseau. C'est un autre fait qui était totalement oublié par la presse de l'époque, puisque les principaux accusés, le couple Delay-Badawi, a été condamné non seulement pour viol au pluriel, mais également pour proxénétisme. Donc, qui dit proxénétisme dit client, hein, client au pluriel. Donc, comment peut-on affirmer que Outreau n'était qu'une affaire limitée à deux tarés, alors qu'il y a eu réellement un réseau, effectivement, qui n'a pas été totalement démantelé, puisqu'on a eu au total que 2 couples condamnés. Mais effectivement, il y a un grave problème de réseau en France à tous les niveaux. Oui, ce sujet est très délicat à traiter, étant donné qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur justement ce sujet. Mais moi, j'ai été amené à le toucher du doigt, si j'ose dire, lorsque j'ai découvert qu'un procureur, dont je tairai le nom jusqu'à nouvel ordre, en France, a eu affaire à une affaire de viol commis sur un enfant par un adulte. J'en ai la copie dans mon livre, et dans cette lettre qu'il adresse à la personne poursuivie, ce procureur lui dit: bon, vous avez été poursuivi pour cette affaire. En gros, si vous recommencez, cette fois-ci, je vous poursuivrai, mais pour l'instant, je ne procéderai à aucune poursuite. Écoutez, qu'un procureur puisse écrire une telle horreur est stupéfiant. Répond à votre question. Faites-vous vous-même la conclusion. Figurez-vous, j'ai écrit au Conseil supérieur de la magistrature, à qui j'ai envoyé la copie de ce courrier gravissime. J'ai écrit également à ce procureur pour lui demander une explication. J'ai eu jusqu'à ce jour aucune réponse, ni du Conseil de la magistrature, ni de ce procureur. Tout à l'heure, vous parliez du traitement médiatique de l'affaire d'Outreau. Alors, votre livre fait l'objet d'une omerta. Je crois que vous avez envoyé par mail à tous vos contacts, et on se doute bien qu'après une carrière de plusieurs dizaines d'années à l'AFP, vous devez en avoir beaucoup. Mais pourtant, les seuls qui ont répondu à vos sollicitations, c'est la chaîne parlementaire, où vous avez été sur le plateau, notamment face à Philippe Houillon, qui est donc, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est député UMP et qui était rapporteur Absolument. pour la commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau, mais aussi face au journaliste chroniqueur judiciaire du Figaro, monsieur Stéphane Durand-Soufflant, avec qui vous vous êtes accroché sur le plateau. Je vous propose de regarder cet extrait et de revenir dessus. Il y a un chapitre dans le livre de Jacques Thomé, on va reprendre point par point. Il y a deux points qui sont des points extrêmement importants. Juste, il y a le dossier des crimes, vous le citez dès le début du livre, page je ne sais plus combien, vous dites mon père a tué le bébé contre un radiateur. Ça, c'est Dimitri qui parle, c'est entre guillemets, c'est tiré de code judiciaire. Et la première fois, c'est révélation à la page 26, Outreau, l'un des 12 enfants violés, avait dû tuer une fillette sous la menace de 3 des accusés, dites-vous, selon ses récentes révélations aux autorités françaises, révélations qui datent de septembre. Mais croyez-vous qu'il n'y a pas eu d'enquête là-dessus? Non, mais attendez, voilà, on ouvre le débat. Enquête là-dessus, y compris en Belgique. Alors, tout ça, mais c'est normal qu'il y ait eu des vérifications. Attends, alors, attendez, monsieur Houillon, vous vous trompez. Donc ce sont des élucubrations, je ne sais pas. Non, répondez, Jacques Thomé. Totalement. Il y a eu une seule enquête sur le premier crime annoncé par le fils Daniel Legrand, mais il y a eu ensuite 4 autres enfants
qui ont dénoncé des crimes sur des enfants. 4 des enfants qui sont tous des victimes à outreau. Vous savez ce qui s'est passé? Comme il s'agissait de crimes d'enfants, le dossier a été 10 juin, confié au successeur, au futur... Oh ben écoutez, hein, vous n'avez pas lu le dossier. J'ai lu les 30 000 pages du dossier. Mais bien sûr que non. Jacques Thomé, sans vous Vous êtes énerver. député. Non, vous n'avez pas. Mais Vous on a n'avez 10 pas juin. pu lire le dossier, monsieur. J'ai passé 4 mois, 10 heures par jour. Vous avez des fonctions sénateur-maire. Chacun son rythme de Député. travail. Oui, c'est ça. Vous étiez Chacun devant ça. la fenêtre, devant vos cerisiers qui tremblotaient J'ai pas dans de la cerisier. nuit. Vous avez... C'est une des phrases de votre livre. C'est votre livre. C'était les rosiers. Oui, des C'était des rosiers, rosiers. on est oui. d'accord. Mais le pire, monsieur, Jacques vous savez Thomé. ce que vous avez écrit? Vous avez écrit dans votre titre, à la page 247, une phrase terrible. Lorsqu'ils deviendront adultes, lorsqu'ils auront 18 ans, tous ces enfants d'outreau vont recevoir une indemnité pour des viols imaginaires. C'est honteux ce que vous avez écrit Alors, dans votre livre. Jacques Thomé, Honteux. Attendez, C'est pas- une honte. Ces attendez, enfants, mais quel- ils ont été calmez-vous, tous victimes. calmez-vous. Aucun d'entre vous. Ce n'est pas Je parce que ne vous veux pas. défendez des Je thèses défends des fantasques. enfants. Je ne défends pas C'est n'importe pas quoi. parce que vous criez Des que enfants les thèses victimes à cause de fantasques auront vous plus de Jacques Thomé. force, et de la monsieur Thomé. presse, du désastre qui est fait contre les enfants Jacques Thomé, aujourd'hui Jacques en Thomé, Je vais vous France. laisser parler. Jacques parce Thomé, que- Jacques Thomé, Jacques Mais Thomé. vous n'avez rien à me rétorquer. Déjà, faudrait pouvoir. Réfléchissez à ce que vous écrivez. J'espère qu'un jour vous présenterez des excuses aux enfants, ne serait-ce qu'en les invitant ici à Paris à l'Assemblée nationale. Parce que M. Sarkozy a refusé de les recevoir, ces 12 enfants victimes, dont vous n'avez jamais parlé qu'ils avaient été victimes, et indemnisés 10 fois moins que tous les acquittés. Jacques Thomé, s'il Attendez, vous plaît. moi, ce Attendez, que je souhaite, Sur les excuses aux enfants. Sur la question des enfants, sur la question Est-ce des que vous crimes. allez vous excuser, M. Durand-Soufflant, Ah, moi, j'ai rien fait aux enfants. pour les Excusez-moi. Non, Est-ce que- d'avoir ignoré le drame des enfants. Mais c'est faux. Jacques Thomé, s'il vous plaît. C'est un- faux. C'est un débat. C'est- Jacques c'est Thomé, une c'est un débat. Pardon. Non, mais la passion est importante. Elle vous Bah oui, emporte, mais ça fait 2 ans. Je crois qu'on- Je suis là-dessus Voilà. 10 heures par jour. Je sais de quoi je parle. ça hein. marche pas. Je crois qu'on mesure très bien l'émotion de mon confrère, qui est très ému, très sincère. Le Merci. problème dans sur cette émotion, c'est que ça l'aveugle. J'ai allé consulter son blog tout à l'heure. Il nous fait état sur son blog de la disparition des cassettes d'enregistrement des témoignages d'enfants à Ah, ben, Saint-Omer. j'aimerais qu'on en parle. Ah ouais, bah, attends, je peux Je dis sur les finir crimes. Ah oui, Allez, oui, vas-y, vas-y, vas-y. la disparition des Vas-y. cassettes. Voilà. Oui. Or, moi j'y étais à Saint-Omer, j'ai pas du tout le souvenir que ces dépositions aient été filmées à l'audience. Alors j'ai envoyé un mail, écoutez, monsieur Thomas, Ah oui, mais c'est un débat. j'ai envoyé un mail pour vérifier. Oui. À qui? À l'avocat des enfants, Maître Normand. Bonjour Maître, permettez-moi de vous déranger, patati patata. Si, on va dans le film, normalement. Non, Oui, il s'exprime dans le là, film. mais- Il a refusé là, là, il les a défendus jusqu'au bout. Il est dans le Excusez-moi. Non, il a refusé de les défendre en Le appel. président. Attends, peu importe. Donc je Attendez. lui demande s'il a souvenir que le président avait ordonné le filmage, je sais pas comment La on peut dire ça, la captation, captation absolument. d'images. Truc. Réponse de Maître Normand, je n'ai pas ce souvenir. Voilà, Il n'a pas le l'audience souvenir, mais était vous avez la retransmise. Oui. Alors, Vous la voulez la preuve? L'audience était retransmise dans une salle à côté. C'est pour ça qu'on a vu nous les enfants. Monsieur Houillon, ne riez pas. J'ai fouillé dans les dossiers, j'ai retrouvé les minutes du procès d'assises que personne ne regarde, mais où il y a parfois des choses explosives. Et Vous savez, quand là-dedans, on assiste à un procès, on ne va pas Oui, forcément monsieur relire les Monnier. minutes après. le 25 mai, mais monsieur Durand-Soufflant, le 25 mai, monsieur Monnier demande au greffier à partir d'aujourd'hui, tous les enfants ici victimes de viol seront enregistrés. C'est écrit noir sur blanc. J'ai interrogé la chancellerie, le président du tribunal pas de les Paris, cassettes. Bon, alors, Douai, juste, ouais, attends, Boulogne, Jacques Thomé. personne ne sait où sont les Juste cassettes. un petit mot. Et c'est gravissime, parce que c'est pas fini. Jacques trop. Thomé, je vais poser une question. Alors là, on voit que quand vous renvoyez Houillon dans les cordes, en lui mettant en face une citation de son livre, sa réaction, qui est une réaction de dédain, de mépris, comment vous l'interprétez? Mais écoutez, je suis effaré par le fait que, malgré toutes les révélations de mon enquête, et peut-être par le fait qu'aucun de ces deux interlocuteurs n'ont même pas lu mon livre, ils l'ont avoué avant de venir sur le plateau, je trouve leur culot monstrueux, parce qu'ils ont été les complices d'une véritable imposture qui a été faite aux dépens du juge et des enfants et au profit d'accusés dont certains ont été acquittés. Je vois que 8 ans après l'appel de Paris, ces gens continuent à proférer des contre-vérités, voire pour certains des mensonges sur l'affaire. Parce que oser dire, notamment,
sur l'affaire des cassettes que je révèle dans mon livre, parce que toutes les cassettes enregistrées des enfants pendant les assises ont disparu. Eh bien, qu'on vienne me dire devant à la télévision, devant les caméras, Je n'ai pas le souvenir. je n'ai pas le souvenir, me citer un avocat qui dit je n'ai pas le souvenir de l'enregistrement, mais alors ça veut dire que ce journaliste, M. Durand-Soufflant du Figaro, qui affirme qu'il a tout couvert, qu'il était le seul présent pratiquement là-bas à Outreau, ça veut dire qu'il n'était pas dans la salle, ça veut dire qu'il n'a même pas vu que les audiences étaient filmées à la demande du juge Monnier à partir du 25 mai 2004. Vous vous rendez compte? Donc il y avait une salle de presse également où il y avait le compte-rendu en direct des débats. Ça veut dire qu'il n'a pas vu qu'on filmait les enfants, qu'il n'a pas entendu le président Monnier donner l'ordre et le faire inscrire par le greffier, là aussi c'est dans mon livre, sur les minutes du procès verbal des audiences. Ensuite, que M. Houillon fasse l'ignorance sur ce qu'il a écrit dans son propre livre, c'est une autre horreur. Il a bien écrit, je le répète, quand ils seront devenus adultes, les enfants d'Outreau vont toucher une indemnité pour des viols imaginaires. Ça veut dire que M. Houillon est passible de poursuite devant la justice, puisqu'il conteste officiellement le jugement des assises qui a décidé d'indemniser 12 des enfants et de les reconnaître officiellement comme victimes. J'en ai également la preuve par écrit dans ce livre. Donc dire que c'était des viols imaginaires, c'est contester la chose jugée. Là encore. Effectivement, lui et les avocats de la défense, comme M. Dupond-Moretti, considèrent que tous ceux qui défendent les enfants, qui veulent leur redonner la parole, sont, selon leurs propres termes, des révisionnistes. Le terme, y compris de négationniste, a été utilisé par certains d'entre eux. Vous vous rendez compte le terme, hein? Comparer ceux qui font leur travail pour redonner la parole aux enfants à ceux qui veulent nier la Shoah. Mais dans quel monde est-on où toutes les valeurs sont renversées? Où des criminels qui avaient avoué à Outreau sont en liberté, ont été acquittés, et où leurs avocats continuent de crâner aux dépens des enfants, mais en se gardant bien de répondre à mes questions. Parce que tous ces avocats, je les ai relancés au moins à 3 reprises pendant mes 2 ans d'enquête pour les interroger sur ce que je suis en train de dénoncer, et aucun n'a eu le courage de me répondre et de m'affronter les yeux dans les yeux, hein, pour répondre à mes questions sur les horreurs qu'ils ont commises pendant ces procès. Hein, et je les mets au défi de me rencontrer où ils voudront, quand ils voudront, pour justement les mettre en pièces par la parole. Très bien. Écoutez, Jacques Thomay, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview avant d'imaginer un hypothétique débat, mais généralement ces personnes-là fuient le débat rationnel. Le public peut donc consulter votre enquête dans votre livre qui s'intitule Retour à Outreau et qui est donc édité chez Contre-Culture. Est-ce que vous auriez peut-être une note d'espoir à adresser aux citoyens français? Moi j'ai un message. Il s'adresse à tous les enfants qui ont été ou qui sont actuellement victimes d'abus sexuels, de viols, donc en France. Je crois que tous ceux qui ont peur aujourd'hui de dénoncer ces forfaits, parce que justement, à cause d'Outreau, on ne les écoute plus, il faut qu'ils fassent confiance. Il y a un fort mouvement qui s'est déclenché maintenant, avec le film et avec mon livre, mon enquête. Et je peux vous dire que toutes les associations, les ONG qui cherchent à défendre l'innocence sont en train de se mobiliser pour que soit enfin rétablie
la justice et surtout la vérité dans l'affaire d'Outreau, et qu'enfin les pédocriminels en France soient réellement poursuivis et condamnés, que les enfants aient confiance et qu'ils dénoncent chaque fois leurs agresseurs quand ils sont victimes de crimes sexuels. Je voudrais rajouter encore quelque chose. Et c'est surtout également aux enfants d'Outreau que je voudrais m'adresser, puisqu'ils ont été 55, comme je l'ai signalé, à un jour être entendus dans cette enquête pour des viols présumés, que ceux qui le souhaitent réellement aillent porter plainte. Ils ont jusqu'à leurs 28 ans révolus pour le faire, qu'ils aillent porter plainte à la police ou à la gendarmerie ou devant un juge pour dénoncer les faits, car cela permettra une résurrection, si j'ose dire, pour les enfants d'Outreau qui sont tous en dépression, qui souffrent, comme je l'expliquais, jour et nuit, hein, des maux qu'ils ont subis. Et ça servira à tous les enfants si une nouvelle enquête est engagée sur la réalité d'Outreau, qui n'est pas celle que nous ont cachée les médias à l'époque, avec l'appui notamment des avocats des accusés.